Déjà, merci de m'avoir invité pour les organisateurs. Je vais vous donner une perspective qui est, je pense, assez différente de ce que vous avez pu entendre jusqu'ici, parce que je suis donc chercheur à l'INSERM et disons que je viens plutôt d'un background assez fondamental. En fait, à la base, j'étais ingénieur et je me suis dit que les outils de l'ingénieur étaient extrêmement intéressants pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passait dans le cerveau. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça et maintenant je suis donc chercheur à l'INSERM à l'Institut de la Vision. Alors, je vais essayer de vous donner une perspective un petit peu générale sur pourquoi je pense que aujourd'hui, en neurosciences, on arrive à un moment charnière où tout ce qu'on appelle ici Big Data va devenir vraiment important et vraiment clé pour faire avancer la science et quelles applications cliniques, industrielles, ça peut avoir ensuite demain. Alors moi, ça c'est la question qui m'a fait m'intéresser aux neurosciences à la base, venant d'un background d'ingénieur. C'est que la meilleure manière d'analyser une scène visuelle, aujourd'hui, la meilleure machine pour le faire, c'est le cerveau. Et que, en comparaison, la plupart des logiciels qu'on a, vous ne serez peut-être pas tous d'accord avec ça, mais je pense sont en général beaucoup moins bons que le cerveau pour résoudre ce genre de problème. Et si on veut vraiment comprendre comment ce cerveau marche, y a un moment, on a un petit peu envie d'ouvrir la boîte. Alors, j'imagine que la plupart d'entre vous, même si vous n'êtes pas des biologistes, savez que le cerveau est à peu près constitué de neurones, pas que, mais disons, on va simplifier, en gros, il y a des neurones qui sont connectés entre eux, ils émettent des impulsions nerveuses qu'on appelle des potentiels d'action, et c'est à peu près tout ce que je vous demanderai de savoir sur comment marche le cerveau, donc ça va, c'est pas trop méchant. Alors, bon, l'idée c'est comment est-ce que, j'aimerais vous donner une intuition sur d'où on part, qu'est-ce qui se faisait hier pour étudier le cerveau. Alors, je vais vous montrer un enregistrement qui a été fait dans les années 60 par deux chercheurs à Harvard qui ont eu le prix Nobel dans les années 1981 grâce à ces travaux. Donc bon, moi j'étais pas né encore. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça va vous donner une petite intuition sur comment on travaillait à l'époque. L'idée, c'est qu'ils ont allé mettre une électrode, juste une électrode dans le cerveau d'un animal, dans le cortex visuel, donc une partie qui traite les informations visuelles, comme son nom l'indique, et ensuite ils enregistrent les impulsions nerveuses que vous allez entendre, j'espère, dans un neurone donné. Et pendant ce temps-là, il présente à l'animal différents stimuli visuels. Alors, à l'époque, ça donne ça. Voilà. Vous allez voir, vous allez entendre des bruits au fond, des espèces de pulses. Désolé, la qualité des vidéos des années 60. Hein. Si vous pouvez augmenter un petit peu le son. Voilà, vous entendez bien, là, des bruits au fond. C'est pas du bruit, hein, c'est un potentiel d'action, c'est un neurone qui est en train de visualiser. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez, là, donc on est en train le neurone il est en train de voir ce que vous voyez. Voilà, et vous voyez comment il réagit à un endroit de l'espace visuel. Et dès que le chercheur là, qui est en train de faire ça à la main déplace la barre, eh ben, vous vous rendez compte que ce neurone-là, c'est déjà en fait un analyseur de la scène visuelle qui est déjà assez complexe, on va dire. Dans le sens où il est sensible vraiment à une seule région de l'espace, il va émettre des impulsions uniquement pour une région de l'espace donné. Et si on avance un peu d'ailleurs... Et en fait, vous voyez là, si vous passez dans la même région de l'espace mais avec une orientation différente, là, selon la direction du mouvement, selon l'orientation du mouvement, eh ben, il va soit décharger, soit pas décharger. Donc vous voyez qu'un neurone, dans cette région de l'espace, dans cette région du cerveau qui est une des premières à traiter les informations, c'est déjà un analyseur qui est assez compliqué, assez complexe, de l'information visuelle. Donc on est vraiment dans un cas où, à partir de ce genre de travaux, les gens se sont dit, bon, on ne peut pas se contenter de regarder le cerveau comme une espèce d'amas avec quelques aires cérébrales, etc. On ne va pas juste faire de l'IRM ou des choses comme ça, il va falloir vraiment comprendre ce que chaque neurone est en train de faire. Et il va falloir aussi comprendre comment c'est fait. Bon, je vous rassure, à l'époque, ils travaillaient donc à la main, on a un petit peu évolué là-dessus. L'autre chose qu'on essaie de comprendre, c'est, bon, ça c'est avant je vous montrais qu'est-ce que faisaient les neurones, et l'autre question qu'on pose, c'est évidemment comment ils le font. Et pour ça, il faut qu'on comprenne comment ils sont connectés les uns aux autres. Donc ça, c'est un dessin qui a un peu plus d'un siècle, où on voit voilà, les premiers tracés, donc les premiers essais d'essayer de comprendre comment les neurones sont connectés les uns aux autres. Donc c'était une vieille technique pour arriver à marquer les neurones alors avec un colorant, et ensuite à essayer de comprendre leur connexion. Donc vous voyez classiquement les neurones, c'est
c'est une unité de traitement avec un corps cellulaire et puis plusieurs branches qui vont en gros être des câbles qui vont les relier les uns aux autres. À partir de là, il y a toute une littérature qui s'est faite, toute une recherche qui s'est faite pour essayer de comprendre quels étaient les circuits, comment est-ce qu'ils sont connectés les uns aux autres et comment est-ce qu'on peut comprendre les opérations qu'ils sont en train de faire. Alors ça, c'est la neuroscience d'hier. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, la principale chose qui a changé, c'est le nombre. Et c'est là que vous allez commencer à comprendre où je veux en venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus en train de regarder un neurone ou une poignée de neurones, essayer de comprendre le circuit ou essayer de comprendre un petit peu ce qu'un neurone est en train de faire. On est en train d'essayer de regarder des énormes assemblées de neurones, voir ensemble comment ils sont connectés les uns aux autres et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Alors ça, c'est un exemple d'un article que j'ai tiré d'un article récent où on a réussi à rendre le cerveau d'une souris transparent et de marquer les neurones et aussi leurs connexions avec juste des protéines fluorescentes. Et ensuite, donc vous pouvez avoir, si vous faites de la microscopie, que vous n'êtes pas mauvais, vous arrivez à faire donc d'avoir une visualisation de donc toutes les petites tâches que vous voyez là, toutes les petites tâches, c'est des neurones individuels et toutes les fibres que vous voyez, c'est le câblage entre neurones. Donc on commence à avoir, c'est juste pour vous donner une intuition de la masse de données qu'on commence à avoir aujourd'hui. C'est-à-dire que auparavant, voilà, on était en train d'étudier un neurone, une poignée de neurones, etc., un petit circuit. Et maintenant, on se retrouve avec des travaux comme ça. On a des masses de données qui n'ont plus rien à voir. Là, on a quasiment l'intégralité d'un cerveau de souris, c'est-à-dire plusieurs milliards de neurones, qui sont marqués. On a toutes les connexions entre elles bon, on n'est pas encore au stade où on peut connaître toutes les connexions entre elles, mais on est en train d'y arriver. Et évidemment, ça va demander un petit peu un supplément, pour paraphraser Valérie, ce serait un supplément d'âme. Là, c'est un peu un supplément de concepts, de théories, et c'est là où tout ce qu'on appelle le big data va être extrêmement important. Alors là, c'est un exemple juste où je vous montre, disons, quelque chose de purement statique. On regarde juste l'anatomie, c'est-à-dire comment les neurones sont connectés entre eux. Au niveau, disons, dynamique, on a aussi des nouveaux outils qui commencent à arriver. On a vraiment un saut technologique qui s'est fait sur les 20 dernières années, qui fait qu'on peut enregistrer un très grand nombre de neurones dans un animal. Donc par exemple, ça c'est un travail récent qui a été fait sur le poisson zèbre. C'est un petit poisson qui a l'avantage d'être totalement transparent. Donc comme il est transparent, on peut arriver à faire de l'imagerie. Ensuite, on met un colorant dans les neurones. Donc toutes les petites tâches que vous voyez, alors malheureusement la diffusion de la vidéo n'est pas parfaite, mais toutes les petites tâches que vous voyez sont des neurones individuels. Et ensuite, vous allez voir quand je vais jouer le film qu'à chaque fois qu'un neurone est actif, on le voit, il brille de plus en plus en gros. Donc, pour résumer, en gros, on a mis une caméra et on est capable de, ensuite, avec de l'imagerie, voir en 3 dimensions l'intégralité de tout le cerveau de cet animal et de voir tous les neurones. Et de voir tous les neurones dans ce cerveau actifs quasiment en temps réel. Donc vous voyez qu'on est capable vraiment, donc ça c'est à peu près plusieurs milliers de neurones, hein, c'est encore un petit animal, mais vous voyez qu'on est vraiment capable aujourd'hui d'arriver au point, on est en train d'arriver au point où les technologies commencent à maturer pour arriver au niveau où on est capable de mesurer des pans énormes du cerveau, vraiment voir exactement de manière détaillée ce que chaque neurone est en train de faire, et il va falloir mettre un sens sur ces données. Et pour ça, c'est là où en fait il y a un moment charnière, puisque ce qui devient crucial maintenant, c'est plus seulement d'être capable de mesurer cette activité, ça va être aussi être capable d'analyser, et c'est là où vous voyez la problématique du big data qui est en train d'émerger. Alors, c'est pas juste quelque chose qui intéresse 3 chercheurs dans le monde. Je ne sais pas si, peut-être que vous avez entendu parler de ça récemment. En fait, là, on a il y a aux États-Unis le président Barack Obama qui vient de lancer une initiative où ils ont décidé de mettre plusieurs milliards de dollars qui vont être consacrés à ce qu'ils appellent donc cette Brain Initiative, dont le but est de développer ce genre de technologie pour vraiment comprendre ce qui se passe dans ces neurones. Donc vraiment mesurer ces assemblées. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est un peu les travaux de pointe, et l'idée, c'est de systématiser ça, d'essayer vraiment d'être capable de mesurer presque l'intégralité des neurones qui se trouvent dans un cerveau et de savoir lesquels sont actifs, lesquels sont en train de réagir, lesquels sont en train d'émettre des impulsions nerveuses, et pouvoir mettre un sens là-dessus. Pour vous donner une idée, en termes d'investissement dans la recherche biomédicale, la dernière fois que l'État fédéral américain a mis autant d'argent sur un projet, en gros, c'était pour le séquençage du génome humain.
vous voyez ce que ça a donné aujourd'hui en termes de débouchés cliniques, recherche et industriels. Ça vous donne une idée de ce qui peut se passer. Ça, c'est un financement qui va se faire sur 10 ans. Donc, ça peut vous donner une idée de où on pourrait en être dans 10 ans. Ce qui est intéressant par ailleurs de remarquer, c'est que si vous regardez exactement, donc comme je vous dis, c'est un financement sur 10 ans, de comment l'argent va être réparti. On a une première vague actuellement avec beaucoup d'investissements sur tout ce qui est technologie. Et en fait, il va y avoir une deuxième vague qui est centrée sur tout ce qui est théorie et analyse de données. Donc, la problématique Big Data, c'est clairement quelque chose qu'on voit venir dans ce domaine. Et donc, c'est pour ça que je pense que là, il y a clairement, au niveau scientifique, un moment charnière qui est identifié, et qui n'est pas identifié juste par les scientifiques, mais identifié aussi par les décideurs. Voilà. Par ailleurs, si vous avez des questions, vous avez envie de m'interrompre au milieu du talk, n'hésitez pas. J'adore qu'on me pose des questions, c'est plus drôle que si je suis tout seul à parler. Voilà. Donc... nous, ensuite, bon là, je vais vous parler pas seulement de ce que moi je fais, mais nous, un petit peu, le point de vue qu'on a là où je travaille à l'Institut de la Vision, c'est que on est un petit peu essentiellement en train de travailler, pas que, mais essentiellement en train de travailler sur un avant-poste du cerveau, qui est la rétine. Donc, la rétine, c'est ce petit bout de tissu que vous avez au fond de votre œil, pardon, au fond de votre œil, qui va transformer, disons, la lumière que vous recevez en impulsions nerveuses qui ensuite, à la fin, vont être envoyées au cerveau. Alors, bon, pendant longtemps, on s'est dit, oui, bon, globalement, c'est juste une caméra et c'est le cerveau qui fait les traitements, les opérations intéressantes. Il se trouve qu'au cours des 10-15 dernières années, cette vision elle a été largement remise en cause par une série de travaux qui ont montré que, en fait, déjà au niveau de la rétine, il y a plusieurs, ça on le savait, il y a plusieurs couches, c'est tout un réseau, en fait, avec plusieurs couches de cellules, etc., qui, à la fin, sont capables de faire des traitements assez complexes qu'on ne comprend pas encore sur la scène visuelle, sur ce qui est reçu par l'œil, et qui vont vraiment faire une sorte de pré-traitement de tout ce qui va être ensuite envoyé au cerveau par des impulsions nerveuses. Donc c'est déjà un analyseur en soi, c'est pas juste une caméra relais. Et pour cette raison, parce qu'il y a cette complexité du circuit, mais en même temps, l'avantage de cette, c'est un bon compromis dans le sens où d'un côté on a cela, de l'autre côté, en fait, c'est un réseau qui est encore assez facile d'accès expérimentalement. C'est pour ça que il y a un scientifique célèbre qui est sur la slide mais que vous ne verrez pas, merci. De toute façon, c'est trop petit. Qui a appelé la rétine the approachable part of the brain. C'est-à-dire finalement, c'est une sorte de fenêtre sur le cerveau, si vous voulez, où grâce à sa facilité d'accès, on est capable de voir un petit peu venir ces problèmes de big data un petit peu avant les autres, dans le sens où on arrive plus vite que les autres, avant le cortex, avant les autres parties du cerveau plus difficiles d'accès, à acquérir des énormes masses de données, et on se retrouve avec le défi d'arriver à essayer de mettre un sens là-dessus et à comprendre tout ça. Alors, concrètement, bon, là, je vous donne un exemple d'un travail qu'on a fait récemment. Si vous prenez la rétine, en gros, c'est un circuit, sans vous rentrer dans le détail. À la fin, vous avez la dernière couche de cellules de la rétine, s'appelle les cellules ganglionnaires. C'est des cellules qui vont envoyer des impulsions nerveuses au cerveau. Donc, en gros, au moment où les cellules ganglionnaires envoient les impulsions nerveuses, il y a déjà tout un traitement qui a été fait. Et on a développé des techniques qui nous rendent capables d'enregistrer des centaines de neurones en même temps dans cette couche. Donc on est, en gros, pour paraphraser, en gros, ce que le cerveau est capable de recevoir sur une région de l'espace, ce qu'il reçoit par les impulsions nerveuses, nous, en fait, on est capable de le mesurer grâce à ces techniques. Donc, qu'est-ce que ça donne en pratique? Juste pareil, pour vous donner un petit peu une intuition de à quoi ce genre d'enregistrement peut ressembler. Ici, en fait, ce que je vous montre, c'est une scène visuelle, et en fait, l'ellipse rouge, ça correspond à, en gros, là où un neurone est en train de regarder. Comme je vous ai dit, on en enregistre des centaines en même temps sur une région de l'espace donné. Donc, si je prends tous les endroits, donc ce qu'on appelle nous les champs récepteurs, toutes les ellipses de tous les neurones qu'on est en train d'enregistrer, ça donne à peu près ça. Et donc, vous voyez qu'en fait, chaque neurone va être en train de regarder à peu près la même région, mais en extraire des informations différentes, etc., et déjà analyser des choses différentes dans le même endroit. Et ensuite, pour vous donner une intuition de un petit peu à quoi peut ressembler ce genre d'enregistrement, ce que j'aime bien faire, c'est ce qu'on a montré
à l'animal ici, c'est donc la scène visuelle que vous voyez au fond, là, des poissons qui sont en train de bouger. Et ensuite, ce que je vais vous faire, c'est que à chaque fois qu'une cellule émet un potentiel d'action, je vais juste vous montrer l'ellipse correspondante. Donc, ça donne à peu près ça. Donc voilà, vous voyez que quand il se passe quelque chose à l'intérieur du film, je le remets parce que c'est un peu rapide. Quand il se passe quelque chose à l'intérieur de la région qu'on est en train d'enregistrer, là tout d'un coup, vous voyez tous les neurones qui s'activent et qui... On voit bien là tout de suite l'intuition que la rétine agit comme vraiment un détecteur de changement. Tout d'un coup, il se passe quelque chose et paf, tous les neurones commencent à s'activer, à extraire l'information pertinente pour eux et à envoyer des potentiels d'action au cerveau. Donc on est vraiment capable de voir, entre guillemets, ce que le cerveau va voir sur cette région de l'espace visuel. Et vous comprenez vite que pour mettre un sens sur tous ces neurones qu'on est en train d'enregistrer, c'est tous ces centaines de neurones en même temps, eh ben, on ne va pas juste pouvoir les regarder et attendre que ça se passe. Il va falloir être capable de faire de la modélisation, il va falloir amener les outils d'analyse, des outils théoriques pour répondre à des questions pertinentes. Alors, donc, ces questions, évidemment, nous, on les a aujourd'hui au niveau de la rétine. Demain, et même dans certains cas aujourd'hui aussi, on les a dans d'autres parties du cerveau. Et ça aussi, je vous en parlerai brièvement ensuite. Sans avoir la prétention d'être exhaustif sur ce qu'on peut faire, quels sont les genres de problèmes qu'on peut avoir avec ce genre de données. En gros, je vais vous passer sur trois questions principales qui se posent quand on commence à se trouver, disons, submergé par ce genre de données. Donc ici, ce que je vous montre, c'est donc une scène visuelle et le genre d'activité que ça peut provoquer chez toute cette population de neurones qu'on est en train d'enregistrer. Donc là, vous voyez le temps qui passe, chaque ligne correspond à un neurone différent et chaque point a un potentiel d'action. Donc vous avez un petit peu tout ce code, toutes ces impulsions qui sont envoyées par les différents neurones depuis la rétine vers le cerveau. Le cerveau, il est pas capable de se débrouiller avec ça. C'est la seule chose que vous recevez sur la scène visuelle. Et maintenant, la grande question, c'est, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Il y a trois questions principalement qu'on essaie de poser. La première, c'est la question de l'encodage. Donc l'encodage, c'est si je vous donne une scène visuelle, comme celle-là, est-ce qu'on serait capable de prédire exactement comment un neurone va y répondre? Si on veut arriver à comprendre c'est prédire, si on veut arriver à vraiment comprendre comment ce neurone réagit, qu'est-ce qu'il est en train de faire comme traitement, il faut qu'on prouve qu'on est capable de prédire, de comprendre la transformation mathématique qui se fait depuis la scène visuelle jusqu'au neurone et de prédire comment est-ce qu'un neurone répondrait à, par exemple, une scène visuelle qu'on lui a jamais montrée avant, etc. Alors ça, c'est une problématique scientifique qui a été un petit peu commencé à être abordée il y a quelques années dans différents endroits dans le cerveau. Vous trouverez par exemple sur le web, il y a quelques sites comme celui-là où on vous propose de télécharger des données dans libre accès. Donc, les données, en fait, elles sont constituées d'une part d'une série de stimuli, donc une série de scènes visuelles, et vous avez la réponse de certains neurones à cette scène visuelle. Et puis ensuite, on vous donne d'autres scènes visuelles, mais sans la réponse, et on vous demande, c'est les mêmes neurones, on vous demande de prédire la réponse de ces neurones-là. Et en gros, la question, c'est est-ce que vous arrivez à prédire, donc si vous avez une prédiction en flux suite, vous l'envoyez aux auteurs du site, et ils vous disent à quel point vous avez été bon à prédire disons la réponse du neurone. Donc on est tombé sur ce genre de challenges, qui sont vraiment des challenges, j'ai envie de dire, presque classiques de Big Data, de machine learning, dans lequel on va vraiment essayer de prédire exactement ce que va faire, comme la manière dont un neurone va réagir à des nouvelles scènes visuelles que votre modèle ne connaissait pas avant. Là, on est encore dans une problématique au niveau scientifique et au niveau Big Data assez homogène, dans le sens où on essaie de prédire des données qui sont du même type que ce qu'on avait avant. Ce qui se passe aujourd'hui, disons de manière actuelle, c'est qu'on commence à rentrer dans des problématiques où là, on va avoir différents types de données, disons plus hétérogènes, qu'on va essayer de mettre ensemble. Alors, un exemple récent, c'est le suivant. Donc ici, c'est un travail où les auteurs ont enregistré dans cette cellule, qui est donc par une cellule de sortie de la rétine, et en fait, ils ont regardé la réponse de cette cellule à différents stimuli,
Et ensuite, ils ont été capables donc, de marquer cette cellule que vous voyez en bleu, donc vous voyez les différents embranchements, mais non seulement ils ont été capables de marquer cette cellule, mais ils ont été capables aussi de reconstruire tout le réseau qui venait alimenter cette cellule depuis le début, donc depuis les photorécepteurs, depuis le moment où la lumière est transformée en électricité, jusque à cette cellule qu'ils ont enregistrée. Donc, ça donne ça. En rouge, en fait, vous voyez toutes les cellules qui alimentent celles qu'ils ont enregistrées. Tous les neurones qui alimentent ce neurone qu'ils ont enregistré. Et en vert et blanc, vous voyez toutes les synapses qui sont identifiées, c'est-à-dire toutes les connexions identifiées entre, disons, les entrées et la cellule que vous avez. Donc on a à la fois des réponses physiologiques comme ce que je vous montre au départ, les potentiels d'action, tac, tout ça, et ce genre de données anatomiques où on arrive à vraiment comprendre toutes les connexions, tout le circuit. Donc on arrive à dire, bon ok, donc là j'ai enregistré tel neurone, il était connecté à tel autre, tel autre, tel autre, tel autre, etc. Et le challenge ensuite, ça va être de construire des modèles qui vont intégrer à la fois ces informations de structure, intégrer des informations physiologiques, et à la fin, être capable de prédire, avec ces modèles, disons, qui intègrent vraiment des datas assez hétérogènes, de prédire la réponse de ce neurone à des informations très complexes. Donc c'est ce genre de choses vers lequel on va. Et vous voyez vraiment comment on est en train progressivement de se faire un peu submerger par des quantités de données, comme le film que vous avez vu avant. Donc il faut arriver à extraire des informations pertinentes, et pour lequel, là, vous voyez bien que l'approche du big data, elle est complètement fondamentale, dans le sens où, sans ça, on ne peut pas avancer. Donc ça, c'est un exemple de choses qu'on peut faire avec, disons, avec des approches du big data. C'est pas la seule. Une autre question, disons, sur laquelle je passerai plus rapidement, c'est l'aspect statistique. Donc, aspect statistique, c'est quoi? C'est que, bon, là, vous voyez donc tous ces neurones qui sont en train de répondre à une scène visuelle. Une question que les gens se sont posées, notamment les physiciens, c'est est-ce que, finalement, on peut vraiment parler de langage? Là, disons, le cerveau reçoit toutes ces impulsions nerveuses. Est-ce qu'on peut voir ces impulsions nerveuses comme des mots? Est-ce qu'on peut voir ça vraiment comme un langage, de la même manière qu'on parle de langage pour la langue? Et sans rentrer donc là aussi dans les détails, en fait, une chose qui a été faite, c'est de vraiment... Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé le temps en petits bouts, et à l'intérieur de chaque petit intervalle, on regarde quels neurones ont émis un potentiel d'action, lesquels l'ont pas fait. Ça nous fait un petit peu des mots, si vous voulez. Ça fait un peu les mots d'un langage binaire. Question, c'est, ok, il y a certains de ces mots de ce langage binaire qui vont revenir très souvent, d'autres pas du tout. Quelle est la structure de ce langage? Est-ce qu'on peut parler de langage? Est-ce qu'il a un peu la même structure au niveau des probabilités, au niveau de la structure statistique qu'un langage comme anglais, français ou ce que vous voulez? Et est-ce qu'on peut un petit peu le caractériser mieux? Et il se trouve qu'il y a eu des modèles, alors, j'aurais ma seule équation. Il y a eu des modèles qui ont été proposés pour ça, sans rentrer dans les détails. L'idée, c'est qu'à la fin, on arrive à caractériser statistiquement ce langage neuronal, et on peut montrer qu'effectivement, il a à peu près il a une structure très particulière, qui est à peu près la même que celle qu'on retrouve effectivement dans un langage normal, donc ce qui est assez redondant, pas du tout efficace a priori. Et en fait, ce qui a été assez frappant de constater, c'est que ce sont la structure, elle correspond exactement à ce que les physiciens appellent un état critique, c'est-à-dire un état qui va en gros maximiser la sensibilité du système, pour qu'en gros il soit capable de réagir rapidement aux plus petites perturbations, ce qui fait un peu sens pour la rétine, je pense. Mais ce qui est intéressant, c'est que le même genre de principe organisateur, on l'a vu apparaître aussi dans d'autres types de réseaux biologiques, à tel point que maintenant il commence à y avoir des gens qui se disent c'est intéressant parce que finalement ce genre de principe de trouver des réseaux organisés de manière critique, on le retrouve dans les neurones, dans les protéines, au niveau des gènes aussi. Il y a même eu un exemple récemment sur les marchés financiers. Et donc les gens commencent à se demander si c'est pas des principes organisateurs utiles qu'on retrouve dans plein de situations. Donc vous voyez comment en partant, disons, d'exemples, j'ai envie de dire, particuliers de la particularité de la rétine, etc., on peut arriver ensuite à généraliser à d'autres situations. On retrouve un peu, pas les mêmes données, mais par contre les mêmes concepts dans d'autres domaines. C'est un peu pour ça que j'appelle en général, pour moi la rétine, c'est un petit peu un laboratoire de concepts, dans le sens où c'est un système qui est relativement facile d'étude comparé au reste du cerveau, mais sur lequel on va pouvoir vraiment tester des concepts. Et ces concepts, on espère ensuite les retrouver dans d'autres endroits du cerveau, voire même dans d'autres endroits de la biologie. C'est ce qui se passe un petit peu ici. Alors, dernier exemple que moi j'affectionne particulièrement, c'est l'exemple du décodage.
Si vous êtes le cerveau, comme je vous l'ai dit, la seule chose que vous savez de la scène visuelle, c'est ce que vos neurones vous en disent, c'est-à-dire toutes les impulsions nerveuses que vous recevez. Et pourtant, vous êtes tout à fait capable de la percevoir et de la comprendre, cette scène visuelle. Donc, quelque part, implicitement, votre cerveau, il est capable, à partir de ces impulsions nerveuses, de reconstruire la scène visuelle. Et c'est un challenge qu'on peut essayer de relever scientifiquement, vous allez voir les applications derrière aussi. Essayer de dire, si je reçois juste ces potentiels d'action, est-ce que je peux faire du machine learning, etc., avoir un modèle qui me permet de reconstruire la scène visuelle. C'est un défi qu'on a commencé à relever dans la rétine. Alors, disons, le travail premier qu'on a fait, c'est de simplifier largement la scène visuelle pour rendre le problème tractable, dans un premier temps. On a pris une barre qui bouge de manière aléatoire, donc vous voyez ici la trajectoire de la barre en rouge. Et donc là, on enregistre plus d'une centaine de neurones en même temps qui répondent à cette barre. Donc là encore, chaque ligne, ça correspond à un neurone différent. Vous voyez qu'il y a une activité très structurée en réponse au mouvement de cette barre au cours du temps. Et la question, c'est, si je suis le cerveau, la seule chose que c'est l'activité de ces neurones, parce qu'on sait qu'avec notre technologie, on est capable d'en enregistrer une majeure partie, voire tous. Alors, est-ce que je peux reconstruire, prédire où se trouve la barre au cours du temps? Bon, je vais passer sur les détails sur comment est-ce qu'on fait ça, mais je vous imagine que si je vous introduis le problème, c'est que en pratique, on y arrive très bien. Voilà. Donc là, en rouge, vous avez encore une fois la vraie trajectoire de la barre, et en noir, ce qu'on arrive à prédire uniquement à partir de l'activité de ces neurones. Donc vous voyez que dans certains cas, encore assez simples pour le moment, on arrive en gros à faire du modèle, faire du machine learning pour arriver à prédire, reconstruire ce qui s'est passé au niveau de la scène visuelle. Donc là, évidemment, c'est un exemple dans la rétine. On a la chance de pouvoir vraiment enregistrer énormément de neurones et de pouvoir faire ce genre de reconstruction très précisément. Mais il faut voir que ce genre d'application de décodage, il a d'autres finalités. Par exemple, ça, c'est un exemple qui a été plus récemment dans le cortex pariétal. Alors, l'idée ici, ça va être de prédire le comportement d'un animal. Donc vous avez une souris. Elle part de tout en bas, là, si vous regardez la figure sur la gauche, elle part de tout en bas. Elle doit avancer, et au bout du couloir, il y a une bifurcation. Soit elle part à droite, soit elle part à gauche. Bon. Et au milieu, on l'a marqué Q offset, en fait, on lui donne un indice sur de quel côté elle va trouver une récompense. Bon, donc, c'est une tâche qui a l'air simple, mais qui est assez intéressante, et assez déjà compliquée pour une souris. Parce elle arrive à un endroit, elle doit retenir ce que lui dit l'indice, donc il y a de la mémoire à court terme qui se met en place, et ensuite, elle doit arriver et prendre sa décision. Et les gens qui ont fait ce travail sont capables d'enregistrer les neurones dans une certaine aire cérébrale qui est pertinente pour cette tâche. Sans cette aire cérébrale, on sait que la souris n'arrive pas à faire cette tâche. Et ensuite, ce qu'ils se sont rendus compte, et c'est ce qu'on voit à droite de la slide, c'est que il y a, donc vous voyez des espèces de heatmap, chaque ligne c'est un neurone différent, et en gros quand ça devient rouge, c'est que le neurone s'active. En fait, il y a toute une chaîne de neurones qui vont s'activer les uns après les autres pendant que la souris est en train de retenir l'information qu'elle a obtenue, et qui, en fait, et c'est ça qui est intéressant, qui permettent, à terme, de prédire si elle va partir à gauche ou à droite. Donc, en gros, en mesurant l'activité de ces neurones, et en arrivant à comprendre un petit peu tout ça, ce que ça veut dire, en faisant une analyse intelligente, on arrive, à terme, à prédire la décision de l'animal. Donc, évidemment, vous pouvez imaginer que c'est hyper intéressant d'un point de vue fondamental, déjà, de se dire que en faisant sens de toute l'activité de tous ces neurones, à terme, on arrive à prédire le comportement d'un animal, même si là, on est encore assez préliminaire et c'est encore assez basique comme comportement. Mais il y a aussi des enjeux à terme au niveau clinique. Ah, donc, au niveau clinique, à quoi ça correspond ce genre de décodage? Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà vu. On a actuellement, donc ça c'est un travail qui a été fait à Boston, en fait l'idée c'est de prendre des patients qui sont paraplégiques, donc ils peuvent ni bouger leurs bras ni bouger leurs jambes, et on leur a mis tout un tableau d'électrodes, c'est ce que vous voyez à droite, au niveau du cortex moteur. Donc cortex moteur, c'est normalement la partie de votre cerveau qui est censée faire en gros les commandes motrices, donc vous aider à bouger vos bras, vos jambes et toutes les autres parties du corps. Et une fois qu'on a implanté ce senseur, ça permet de mesurer l'activité de neurones, c'est ce que vous voyez à gauche. Et après, il y a tout un traitement qui se met en place pour essayer d'extraire l'information pertinente de ces neurones. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on a un truc qui est doublement adaptatif. D'un côté, en fait, il va falloir avoir un modèle qui va être capable d'extraire l'information pertinente
de ces neurones pour ensuite bouger. Alors dans un premier temps, ils font bouger des curseurs sur un écran, et ensuite de l'autre côté, le patient lui-même va devoir apprendre par un simple effort de la pensée, à essayer de bouger le curseur sur un écran. Ça permet déjà de faire une étape de calibration. En gros, donc vous avez finalement un machine learning d'un côté et un learning de la part du patient de l'autre, qui sont doublement adaptatifs, tout ça, récurrent. Donc sans rentrer dans les détails, c'est des choses assez complexes, mais au final, ce qu'on peut avoir, c'est un patient qui, par la simple force de sa pensée, va être capable de faire une commande. Et là, on est vraiment... Bon, je serais assez prudent sur ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec ça. Mais pour l'instant, on rentre dans les premiers essais où finalement, ici, vous avez... Alors, ce que vous voyez ici, c'est une patiente paraplégique. Comme vous pouvez voir, elle a un implant, des électrodes sur le cortex moteur. Et elle est en train de commander le bras moteur que vous voyez à gauche. Donc là, c'est juste une série d'images extraites d'un film où, en fait, elle est capable de bouger le bras moteur et, bon, en l'occurrence, là, de faire un geste assez simple, mais vous imaginez que c'est déjà une grande victoire pour eux. Donc là, à terme, il y a une application clinique de ce décodage dont je vous parlais, et application qui aussi devient une application évidemment industrielle, parce que vous pouvez imaginer qu'il y a une start-up qui est financée derrière ça, où on va arriver potentiellement à rendre une mobilité à la paraplégique. Alors, encore une fois, je serais hyper prudent dans le sens où c'est pas comme si elle allait marcher dans la rue demain, très très loin de là, mais disons que vous voyez le genre d'application potentiellement qu'on peut imaginer derrière ça. Donc ça, c'est, disons, ce qui se passe en neurosciences aujourd'hui. Et pour ensuite, disons, finir après, je vais vous parler de ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de sortir, disons, de manière encore plus préliminaire, et qui, je pense, va faire vraiment ensuite le futur des neurosciences. Donc actuellement, en fait, en plus de mesurer l'activité de tous ces neurones, en fait, ce qui est en train de se développer également, c'est des techniques, des technologies assez novatrices qui, disons, ont explosé sur les 5-10 dernières années, ce qui à l'échelle de la recherche est plutôt court, qui en fait vont permettre de contrôler l'activité des neurones. Donc en gros, vous utilisez une combinaison d'outils génétiques et optiques, vous rendez vos neurones sensibles à la lumière, et ensuite vous arrivez à focaliser les lumières sur des endroits très particuliers. À la fin, vous obtenez que dans votre cerveau, ici c'est une technologie qui est développée par Valentina Emiliani, c'est une chercheuse qui est à Paris Descartes au CNRS. En fait, à la fin, vous arrivez à disons, activer presque... Enfin, ce qu'on peut espérer de cette technologie, c'est qu'à terme, on arrive à activer presque à volonté les neurones de notre choix. Donc ça veut dire... Alors, il y a un chercheur américain qui a eu cette métaphore de dire on est en train de construire une sorte de piano pour le cerveau. C'est-à-dire, imaginez chaque touche, c'est un neurone différent, et à volonté, vous êtes capable de les activer, de dire voilà, maintenant je veux que celui-là est activé, celui-là est activé, etc. Et évidemment, c'est évidemment complètement révolutionnaire dans le sens où maintenant, on va plus seulement avoir un très grand nombre de paramètres mesurés, mais on va aussi avoir un très grand nombre de variables à contrôler. Et ça change complètement la perspective, dans le sens où on passe à, disons, des problèmes de machine learning, je veux dire classiques, entre guillemets passifs, dans le sens où voilà, on reçoit l'information et on essaie de faire sens avec et de faire une prédiction, à des problèmes de contrôle qui se rapportent plus à éventuellement tout ce qui est online machine learning, des choses comme ça, où, en fait, disons, la métaphore qui est derrière ça, c'est que, les gens peuvent parler passer de la corrélation à la cause, dans le sens où maintenant on est capable non seulement de mesurer ce qui se passe dans le système, mais aussi d'influer sur ce qui se passe dans le système. La métaphore, c'est un peu... Vous êtes dans un cockpit, à la base, le pilote, il a plein de cadrans qui lui donnent plein d'informations, etc., et en fait, il conduit son volant. Mais en fait, si vous regardez ce qui se passe en haut, notamment, ce qui est assez impressionnant, ce genre d'image, c'est qu'en fait, on se rend compte que le pilote non seulement reçoit énormément d'informations, mais peut également jouer sur énormément de variables. Donc imaginez demain qu'on aura peut-être des outils en neurosciences, des technologies qui nous permettront non seulement d'enregistrer des milliers de neurones en même temps, mais également d'activer ou d'inactiver à volonté ces milliers de neurones. Et donc là, tout d'un coup, pour répondre à des questions de neurosciences, le problème de machine learning, il est plus seulement de générer des prédictions sur ce qui va se passer au niveau du comportement, etc. Ça devient aussi un problème de générer des commandes. Parce que finalement, le nombre de choix explose exponentiellement, le nombre de choses qu'on peut faire. Et pour apprendre au plus vite et au mieux de ce qui se passe dans ces aires cérébrales, pour comprendre comment le cerveau fonctionne, maintenant, il va falloir passer dans une position active où on va générer ces commandes le plus vite possible, et si possible en ligne. Donc,
Ça, évidemment, là, je vous parle de l'enjeu, disons, conceptuel et fondamental. Il y a aussi des applications pratiques de ça qui viendront. Une qui nous intéresse particulièrement à l'Institut de la Vision, c'est justement la restauration de la vision chez les patients aveugles. Alors, comment est-ce que ça marche? L'idée générale, c'est de dire que même dans la rétine, chez la plupart des patients aveugles, il y a encore plein de neurones qui sont capables d'émettre des impulsions nerveuses. Donc on peut tenter de mettre, par exemple, un tableau d'électrodes. Il y a d'autres techniques, mais je vais juste parler de ça brièvement. Mettre un tableau d'électrodes contre la rétine, et ensuite stimuler électriquement ces neurones, et en fait, voir si ça génère des perceptions chez les patients aveugles. Et la réponse est oui. Et donc, suivant cette observation, en fait, il y a eu des systèmes. Il y a le premier système commercialisé qui vient de sortir, qui a été mis au point par une start-up américaine, mais il y en a d'autres qui vont sortir bientôt. L'idée des gens, ça a été de faire une prothèse rétinienne. Donc, prothèse rétinienne, c'est quoi? C'est deux choses. D'abord, vous avez donc ce que vous voyez à droite, c'est-à-dire un tableau d'électrodes qui va être contre la rétine, et donc ces électrodes sont capables d'émettre des impulsions électriques qui vont activer les neurones de la rétine qui sont encore vivants. D'autre part, en fait, le patient, il va porter des lunettes avec une caméra, et la caméra, elle communique avec ces électrodes, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la caméra voit quelque chose, elle va le convertir en une stimulation électrique, et donc essayer en gros de transmettre cette information qu'elle a vue aux électrodes, qui vont le transmettre à la rétine, qui le transmet au cerveau, et on espère que le patient va être capable de le voir avec ça. Alors c'est pas juste de la science-fiction, comme je vous ai dit, on a maintenant un premier traitement qui est commercialisé en Europe. Et ici je vais vous montrer un exemple d'un patient qui a été dans un des premiers essais cliniques, qui est à côté de l'Institut de la Vision, et qui fait un test de lecture. Donc c'est un patient aveugle, il a perdu la vue depuis quelques décennies, et on a donc implémenté ce système avec lunettes, caméra et les électrodes. Et on lui demande juste de lire ce qu'il y a sur l'écran. J'y vais, hein, c'est ça? Ah oui, son vert. Son vert. Donc. Son verre de vin. Donc, bon, globalement, ce que je vais vous montrer par là, c'est évidemment, c'est 2 mots par minute, si vous lisez à cette vitesse, ce sera un peu désespérant pour vous, mais évidemment, quand on parle d'un patient aveugle, la baseline, c'est qu'il voit rien. Donc là, c'est déjà assez, je dirais pas miraculeux, mais en tout cas, un énorme progrès pour lui. Après, maintenant, il y a des vrais challenges sur l'acuité visuelle qu'on peut arriver à obtenir avec ça, etc. Est-ce qu'on peut espérer avoir une autonomie du patient? Il y a des startups au niveau industriel qui se développent, notamment Pixium Vision, qui est une startup qui est une spin-off de l'Institut de la Vision, qui est en train de développer un meilleur modèle de prothèse pour avoir une meilleure acuité. Ce que j'aimerais juste pointer pour finir, c'est que dans ce genre de système, il y a quelque chose de très important, c'est cette transformation qui doit être faite entre ce que reçoit la caméra et la manière dont vont être stimulés les électrodes. Alors dans ce système, la transformation est à peu près triviale, c'est un peu ce que vous voyez sur la vidéo là. Ici, vous voyez exactement ce que le patient aveugle reçoit. Donc à gauche, la caméra, et à droite, la manière dont les électrodes sont stimulées. Bon, personnellement, j'ai toujours trouvé que le patient aveugle était particulièrement brillant, parce que moi-même, j'aurais du mal à lire comme il le fait en regardant juste à droite. Mais je pense que là, au niveau de tout ce qui est machine learning et big data, quand je vous parlais d'essayer d'optimiser un petit peu la problématique de commande, etc., il y a un vrai enjeu, au sens où, donc, une fois qu'on a mis la prothèse, il faut faire une transformation de la scène visuelle pour ensuite la transformer en impulsions électriques qui vont être envoyées à la rétine et ensuite au cerveau. Comment est-ce qu'on fait cette transformation? Est-ce qu'il y a des moyens de l'optimiser? Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut gagner beaucoup par cette optimisation? Ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore une question qui est totalement ouverte et sur lequel, à mon avis, il y a effectivement un énorme défi à relever et qui est vraiment un défi big data aussi dans le sens où il va falloir extraire quelque chose de la foule des perceptions, etc., qu'il est capable d'émettre. Donc, voilà. Et vous pouvez imaginer, évidemment, que ça a des conséquences industrielles dans le sens où si vous arrivez à augmenter les performances perceptives, la vitesse à laquelle le patient lit, des choses comme ça, eh ben, vous avez une prothèse meilleure que les autres.
ça peut avoir des conséquences industrielles qui sont énormes quand on sait le nombre de patients aveugles qui est à travers le monde. Donc, voilà, ça c'est juste pour vous donner un petit peu une perspective assez éloignée de business, etc., mais une perspective un petit peu sur scientifiquement ce qui est en train de se passer. Je pense que, vraiment, pour conclure là-dessus, on est vraiment à un moment qui est assez charnière dans l'histoire des neurosciences, au sens où, disons presque sur un siècle, la limitation au niveau épistémologique, c'était vraiment les données, arriver à avoir plus de données. Arriver à, bon voilà, qu'on enregistrait, quand je vous ai montré, là, au début, le film dans les années 60, on enregistre un seul neurone, etc., alors que dans le cerveau humain, il y a 100 milliards de neurones. Mais on est en train d'arriver un petit peu, aujourd'hui, à cette transition où la limitation va plus forcément venir que, même si ça continuera à l'être un petit peu, même ça ne viendra pas que des données à acquérir, mais ça va venir aussi du côté data mining, machine learning, etc., c'est-à-dire de vraiment être capable de mettre un sens sur ces données. Et là, on a besoin de gens qui soient complètement dans l'interdisciplinarité, c'est-à-dire des gens qui soient à la fois capables de comprendre une problématique biologique, et d'un côté, et de l'autre, de maîtriser tous les outils théoriques qui sont nécessaires pour mettre un sens sur ces données. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de demain dans les neurosciences. C'est pas juste d'avoir un mathématicien qui parle à un biologiste, c'est vraiment d'avoir des gens qui sont capables de marcher sur leurs deux pieds, qui sont capables d'un côté d'avoir l'aspect dur, l'aspect machine learning, etc., et de l'autre d'utiliser ces outils pour répondre à des questions biologiques. Et bon, ça, je pense que c'est quelque chose où il va y avoir énormément de progrès qui vont être faits. C'est quelque chose je dirais, qui progresse même à une vitesse assez phénoménale, dans lequel, même d'un point de vue industriel ou clinique, etc., il faut s'attendre à des progrès qui vont être assez extraordinaires, je pense, dans la prochaine décennie. Et comme je vous disais, c'est pas juste ma pensée, dans le sens où vous voyez que c'est quelque chose dans lequel il y a des investissements assez considérables qui sont faits. Donc je vous ai donné l'exemple américain, il y en a d'autres, mais avec l'idée que ça va avoir un impact clinique et industriel assez important. Voilà. Donc juste pour dire, si ça vous intéresse davantage, l'endroit donc où nous on aborde ce genre de problème au niveau de la rétine, c'est un endroit où on fait des allers-retours permanents, comme vous l'aurez compris, entre l'aspect fondamental et l'aspect clinique. Donc l'aspect clinique à gauche, l'aspect fondamental à droite, disons, grosso modo. Mais évidemment, le but étant de faire travailler tout ça ensemble, d'identifier les problématiques au niveau clinique et de trouver une traduction fondamentale et ensuite, disons, de faire la boucle, parce que c'est jamais fini, entre le clinique et le fondamental. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire. Si vous êtes un étudiant, n'importe qui d'ailleurs, si les neurosciences vous intéressent, etc., n'hésitez pas. Là, évidemment, je vous donne une overview qui est très brève, très générale, mais je suis ravi de répondre à plus de questions, soit maintenant, soit plus tard. Voilà. Oui. Bonjour, merci pour votre exposé. J'aurais aimé savoir sur les 3 étapes que vous avez présentées, encodage, statistique et décodage, quel est le degré de généricité de ce qui se passe dans le circuit entre la rétine et le cortex visuel, généricité au sens d'une personne à l'autre, mais là ça semble être assez vrai parce que sinon vous ne pourriez pas commencer à faire des prothèses visuelles, mais aussi d'un type de perception à un autre, et d'une espèce à un autre, et peut-être d'autres parties du cerveau. C'est une super bonne question. Disons, on a l'avantage, alors ça dépend de quoi on parle, d'une espèce à l'autre, on a l'avantage d'avoir des circuits au niveau du système visuel en tout cas, et au niveau moteur, enfin la plupart des choses que je vais présenter qui sont relativement bien conservées. Et disons, quand on les aborde à ce niveau d'ingénierie, etc., disons, les outils qu'on développe d'un côté vont souvent marcher de l'autre. La vraie question aujourd'hui, évidemment pour nous, surtout quand on travaille dans la rétine, c'est si on met au point quelque chose dans la rétine, est-ce que ça va marcher dans le cortex, dans d'autres endroits? Alors, ça c'est un pari, mais c'est un pari qui aujourd'hui commence à être clairement, relevé avec de plus en plus, c'est un défi qui commence à être relevé avec de mieux en mieux, dans le sens où on se rend compte que beaucoup de choses, d'opérations un peu génériques qui sont faites par les circuits de la rétine, par exemple, on les retrouve plus loin dans le cortex visuel. Alors, évidemment, c'est un peu comme je vous disais, on peut employer le même modèle, mais pas exactement avec les mêmes paramètres. Mais le genre de modèle qu'on utilise,
c'est à peu près le même. C'est-à-dire qu'il y a des sortes d'opérations génériques qui sont faites par ces circuits, et en les comprenant, là où on comprend mieux finalement ce qui est en train de se passer, on a vraiment vu souvent au cours des dernières décennies un petit peu une sorte d'export, dans le sens où ce qu'on avait compris au niveau de la rétine, eh ben, ça nous sert ensuite, et les mêmes outils sont réutilisés au niveau ou les mêmes concepts sont réutilisés à d'autres niveaux. Donc oui, je pense qu'il y a une généralité quand on aborde les choses au niveau théorique. C'est-à-dire qu'au niveau des détails moléculaires, etc., il y a des changements. Mais quand vraiment on regarde les choses comme des principes, enfin ce que je vous expliquais, des principes de big data, machine learning, etc., là oui, je dirais que c'est vraiment le bon niveau d'approche pour être générique. Oui, bonjour aussi. Vous avez souvent parlé de big data, mais par contre, vous avez très peu parlé de techno. J'imagine, je ne sais pas si vous avez mis en place des choses ou c'est juste le terme volumétrie qui vous fait parler de big data. Alors, oui, on a mis en place des choses. Le fait est que j'avais pas envie de rentrer forcément dans les aspects les plus techniques, parce que bon, on essaie de rester quand même assez abordable. Moi, personnellement, sinon, je suis vraiment l'interface théorie-expérience, si c'est ce que vous me demandez, ce que moi je fais, dans le sens où j'ai mis en place des technologies pour mesurer ces neurones. En fait, dans cette technologie, il y a déjà un aspect, disons, de traitement de données assez important, parce que la plupart du temps, quand on enregistre des neurones, en fait, on n'a pas accès directement, si tant est que ça ait un sens, à l'activité des neurones. On a, disons, des traces, par exemple, pour faire de la reconstruction de sources, des choses comme ça. Et donc déjà, rien dans le fait d'extraire correctement l'activité de ces neurones, il y a déjà une part d'analyse. Ensuite, dans le fait de mettre en place des modèles qui soient prédictifs, etc., oui, ça aussi, on travaille là-dessus. Je pense de toute façon, donc moi, je fais les deux. En gros, à part les modèles maximum d'entropie que j'ai brièvement évoqués, je ne vous ai pas parlé de manière détaillée de ce genre de modèle. Je pense que je n'ai pas envie de vous perdre dans des termes techniques, etc. Mais je suis ravi de vous en expliquer un petit peu plus tard. Mais je pense que de toute façon, en tant que chercheur, on est presque condamné à devoir à la fois maîtriser l'aspect expérimental pour comprendre ce qu'on fait et comprendre d'où viennent les données, et en même temps à maîtriser l'aspect théorique. Après, il ne faut pas vous leurrer, la plupart des travaux que je vous montre, c'est des collaborations qui deviennent assez importantes, et on essaie de se former pour vraiment parler un langage commun et être capable de faire les choses ensemble. Et moi, je travaille avec des gens qui viennent de la physique statistique, un peu des maths aussi, pour avoir accès aux outils qui sont vraiment de pointe. Donc ensuite, si vous voulez que je vous parle un petit peu plus de choses techniques, concrètes, etc., ça prendrait un certain temps, et je préfère mais je suis ravi de le faire plus tard, de vous discuter un petit peu de genre d'outils qu'on utilise. D'accord, merci. Bon, voilà, merci.